La vie change, c'est vrai, mais elle change peut-être de manière différente pour l'ensemble des habitants. Et je pense que c'est important de se dire aussi de quels habitants on parle. Dans les territoires comme le nôtre, il y a des habitants que je qualifierais un peu d'historiques, qui sont là depuis longtemps, et pour qui peut-être la vie change un peu moins que d'autres qui viennent d'arriver sur le territoire, qu'on qualifie parfois de néo-ruraux, et qui viennent s'installer en périphérie des villes et qui, eux, sont face à une forme de dilemme, je pense, parce qu'ils viennent s'installer avec de nouvelles attentes, la tranquillité, les grands espaces, peut-être plus d'autonomie, etc. Mais ces nouveaux habitants, ils viennent avec leurs propres habitudes, des habitudes de centre-ville parfois, qui sont des habitudes de proximité, d'hyper-proximité, d'hyper-réactivité. Et à mon avis, toute la question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut qu'ils se déshabituent quelque part à ces conforts de vie pour s'adapter à notre territoire qui est plus rural, plus périurbain, ou est-ce qu'il faut qu'ils cumulent finalement ces nouvelles exigences avec leurs propres habitudes? Le fait urbain relève aussi du savoir vivre ensemble. Et donc savoir vivre ensemble, ça veut dire faire cohabiter plusieurs types d'habitants et donc plusieurs exigences, plusieurs attentes. Et l'intercommunalité, elle doit s'adapter, mais elle ne doit pas se renier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas de se transformer complètement pour s'adapter à ces nouveaux habitants, c'est de bouger un petit peu, mais rester aussi sur nos fondamentaux, qui sont des fondamentaux de tranquillité, d'espace, de faire en sorte que plaine et montagne cohabitent, que ville et nature cohabitent, et que nos petites centralités, en restant modestes, se développent sans devenir pour autant ville en tant que telle. Bien évidemment, l'urbanisation a ses limites, évidemment, personne ne dira l'inverse. Sauf que aujourd'hui, l'idée c'est pas de dire à des personnes qui quittent le centre-ville, qui quittent des appartements, pour leur dire venez vous installer en périurbain dans ces mêmes appartements. Forcément, quelqu'un qui vient sur un territoire comme ça, il a un besoin de plus d'espace vert, de plus d'espace extérieur, etc. Donc il faut que l'urbanisation, que l'habitat prenne de nouvelles formes et qu'elle s'adapte aussi à ces exigences d'habitants qui viennent de centre-ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise avec des raies de jardin peut-être un peu plus vastes, ça n'empêche pas de densifier, avec des balcons plus grands, mais pas de proposer la même chose que ce qu'on quitte en ville, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc l'urbanisation, en définitive, oui, elle a ses limites. En revanche, il ne faut pas être dans la rupture complète de ce qui avait été fait par le passé ici. Plus que faire face à une économie de ressources foncières, on doit, à mon avis, faire face au défi du bon partage de la ressource foncière. C'est-à-dire que l'agriculture, l'économie, l'habitat, dans la logique du zéro artificialisation nette, doivent être, gérés de manière pertinente. Et donc, il faut les bons équilibres. Si vous prenez le Grésivaudan, nous sommes, je crois, on peut le dire, un territoire d'économie. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'on permette à l'agriculture de se développer, de répondre aux circuits courts alimentaires, ou qu'on permette à l'habitat, on le disait tout à l'heure, tout en se densifiant, proposer de nouvelles formes d'habitat et quelque part aussi de nouveaux logements, parce qu'il faut qu'on puisse encore construire. Donc vraiment, économie oui, bon partage du foncier et de le faire de manière prospective avec un aspect pluriannuel des choses, c'est ça le plus important. Oui, il y a de nouvelles attentes. Encore une fois, ces nouveaux habitants, ils viennent avec des habitudes. Je vais prendre un exemple tout bête, vous êtes en centre-ville, je crois que c'est assez facile de commander un Uber, de se faire amener sa pizza, ses sushis ou ses nems. Ici, vous ne pouvez pas faire ça. Donc est-ce qu'on doit pour autant proposer ce genre de service-là? Je crois que la réponse c'est non. Donc il y a aussi une forme d'équilibre à trouver entre oui, vous arrivez, vous êtes des nouveaux habitants, vous avez de nouvelles attentes, nous on vous apporte quelque chose de nouveau, je le disais tout à l'heure, l'espace, la nature, pleine montagne en accès à ses proximités, etc. Mais vous allez perdre quelque part des services que vous aviez en ville et il faut tout simplement communiquer dessus, l'expliquer pour faire en sorte justement d'atteindre ce bien vivre sans trop de frustration parce que c'est aussi une démarche volontaire d'habiter sur notre territoire. Alors la collectivité, elle se positionne de plusieurs manières. D'abord dans la solidarité et la complémentarité entre les communes. Vu qu'on est sur des petites communes ou des communes de taille moyenne, elles ne peuvent pas avoir tous les services. Donc elles doivent se donner les moyens de compter sur leurs voisins. Et nous, intercommunalité, on doit avoir une stratégie de pôle, de centralité qui permettent de mailler le territoire pour ne pas tout construire au même endroit et jouer cette solidarité.
D'un autre côté, la collectivité, les collectivités, le bloc communal doit se donner les moyens d'associer les nouveaux habitants, de les associer à la vie locale. Pourquoi? Pour favoriser leur insertion et finalement favoriser le sentiment d'appartenance qu'elles ont à notre territoire. À mon avis, c'est le gage de la réussite du bien vivre ensemble qu'on citait tout à l'heure, pour que les historiques, comme je les appelais, les habitants historiques, puissent bien vivre avec les nouveaux habitants et leurs nouvelles exigences. Je dirais l'interterritorialité, et c'est aussi une forme d'interdépendance. Chaque territoire dépend de l'autre. Et je vais vous illustrer ça. Bien évidemment, des habitants de notre territoire travaillent à Grenoble. L'inverse est vrai, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Grenoble qui viennent, il suffit de regarder les mouvements pendulaires le matin, qui viennent travailler à Crolles ou dans les zones économiques autour. Pour autant, je pense que ce travail à la fois sur les mobilités, mais aussi à la fois sur les pratiques, parce que je pourrais vous renvoyer au week-end aussi, au mouvement du week-end. Les Grenoblois profitent de la montagne, font de la randonnée, le tourisme, etc. Et donc ces échanges-là doivent se faire dans une forme d'interdépendance équilibrée. Chaque territoire a quelque chose à apporter à son voisin. L'essentiel, c'est d'en être conscient, d'agir en complémentarité et de trouver des formules dans les politiques publiques qui permettent à chacun, quelque part, de s'y retrouver. L'exemple le plus concret de cette coopération et de cette interdépendance, je crois que c'est la création du SMAG, le syndicat mixte des transports en commun, qui est, je pense, une réussite politique concrète, politique et technique, du coup concrète, de ce qu'on peut faire en termes de mobilité, de politique publique transversale qui n'a pas de frontières, puisqu'un bus il ne s'arrête pas à la frontière d'une intercommunalité, il les traverse, et du coup on est aujourd'hui armé, outillé pour pouvoir, optimiser ces politiques publiques de manière interterritoriale. On fait la même chose par exemple sur le tourisme d'affaires, on fait la même chose sur l'économie et sur l'attractivité économique qu'on peut avoir entre la métropole et le Grésivaudan.